Là où il y a des bonnes personnes dans une république, dans un pays, les mauvaises personnes ne manquent jamais. C'est le cas de celles et ceux qui ont toujours cette idée, cette manière abyssale de faire les choses, ça veut dire de détourner, de voler l'argent de l'État congolais, l'argent destiné à la population congolaise, justement, pour des projets, pour des initiatives, voulais-je dire, salutatrices, pouvant permettre à la République de se développer comme ça se passe à l'Occident ou dans d'autres pays, ici dans le continent noir. En Afrique, cette histoire de détournement République démocratique du Congo, justement, comme on le disait à l'époque, le professeur Luzolo Bambi, ancien conseiller juridique du président Joseph Kabila à l'époque, qui a nécessité de parler sur les 15 millions de dollars que les pays perdent chaque année. Seulement, c'est un montant colossal détourné par des personnes de la mauvaise foi. Si avec Kabila, c'était le même pratique avec Félix Tshisekedi, ça continue parce que nous restons dans le statu quo. Rien ne change aujourd'hui. On continue de parler de détournement, tel a détourné, tel a fait ceci, tel a fait cela, même au moment où la population attendait un changement à l'extrémisme, mais ces personnes continuent avec cette pratique. C'est le cas de ce dossier des forages et des lampadaires qu'on parle aujourd'hui, ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, le nom de Nicolas Kazadi, ministre des Finances, est cité, pas seulement lui, mais aussi les DG de l'entreprise chargés de l'exécution des travaux d'emplacement de lampadaires ici dans la ville-province de Kinshasa et des forages à travers la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, Nicolas Kazadi qui lui refuse toute responsabilité, même en indiquant bien incitant le nom des autres, comme celui de Jean-Tini Rebila, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui est cité par Nicolas Kazadi parmi les initiateurs, bien parmi les principaux auteurs de ces détournements, s'il faut les qualifier. Ensuite, Nicolas Kazadi, et qui lui a été interdit par le procureur général près la Cour de cassation à Sylvain Vendée, avec 3 autres personnes, de ne pas quitter le territoire congolais. C'est d'ailleurs même, selon certaines sources, le financier national a été débarqué d'un vol le 27 avril dernier lors du voyage du président Tshisekedi en Europe, lui qui devrait normalement voyager avec le ministre de la délégation congolaise pour aller accompagner le président Félix Tshisekedi de ce côté, justement en applicabilité de ces décisions du procureur Sylvain Vendée, qui avait signalé la DGM de débarquer, de débloquer ces personnes. Kazadi, lui, qui était un peu lésé, il s'est senti lésé, il est allé faire recours, déposer un recours au niveau des conseils d'État, et le conseil d'État, à son tour, qui aurait donné raison à Nicolas Kazadi. Messieurs et dames, Interface, nouveau numéro de votre émission, vous nous suivez, aidez partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. À part cette thématique concernant Nicolas Kazadi, le détournement d'une manière générale, si le temps nous le permettait, on va aussi revenir sur les bavures policières en République démocratique du Congo, d'une manière particulière ici dans la ville-province de Kinshasa. Vous savez, le comportement de nos policiers, toujours brutal devant certains actes, devant certaines situations. Il fallait souvent, au lieu peut-être de rester dans leur rôle, d'arrêter seulement, et ils commencent même à établir les responsabilités sur le terrain quand ils arrêtent quelqu'un de bousculade dans les cœurs de témoins, ce qui n'est pas bien certainement, c'est contre la loi. Ça ne respecte pas le droit des normes en République démocratique du Congo. Quelle solution justement pour en finir avec le bavure policier en République démocratique du Congo? Si c'est condamnable au niveau pénal, comment ça se passe, la responsabilité de ces policiers qui se comportent ainsi, messieurs et dames, on en parle dans cette émission avec Maître Cédric Antoumba. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour Monsieur Daniel Roland, je vous remercie tant pour l'invitation. Alors, Maître Cédric, d'entre les jours, on va commencer avec cette thématique concernant le détournement d'une manière générale en République démocratique du Congo. Avant d'entrer sur le détail, sur
les personnalités, bien les personnes citées dans ce dossier de lampadaires, par exemple des forages. Vous d'abord, d'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de ces termes ou bien de ces dossiers quand tout le monde dans notre pays, la République démocratique du Congo, on cesse de parler de ces détournements, tel a détourné ceci, tel a volé ceci, au moment où le pays a besoin certainement de ces moyens pour mettre en exergue ou bien exécuter d'autres projets. Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland, pour la question. En réalité, d'une manière générale, il faut dire que le détournement saigne les caisses de l'État et les détournements impactent négativement sur le bien-être collectif. Voyez-vous? Parce que si vous détournez aujourd'hui 20 millions de dollars, il faut d'abord dire que les fonds détournés viennent de quoi? Ça vient bien entendu des impôts, des taxes, ainsi que des autres biens, n'est-ce pas, qui génèrent de recettes de l'État. Lorsqu'on vous met à un poste bien précis, vous devriez nécessairement bien gérer le fonds public. Alors, vous remarquerez, monsieur Daniel Roland, que lorsque vous détournez 40 000, on vous met au poste du ministre de Finances, ministre du Budget. Nous savons que le ministre du Budget, il fait la liquidation, n'est-ce pas, des dépenses publiques de l'État. La liquidation des dépenses publiques de l'État engagée, bien entendu, par le ministère sectoriel. Et après cette liquidation, le dossier va aller au ministère des Finances pour ordonnancement. Et l'ordonnancement, c'est justement l'ordre de paiement que le ministre des Finances fait ou enjoint à la Banque centrale pour le paiement. Et donc, la Banque centrale n'a pas à son niveau le pouvoir d'appréciation du montant à décaisser. Il n'a pas à son niveau le pouvoir de contrôle de ce qui a été nécessairement fait pour aboutir à un paiement. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland. Mais le ministre des Finances est à même, n'est-ce pas, d'apprécier, ou le ministre du Budget. Mais nous disons aussi qu'il est de projets ou de programmes qui échappent parfois à la règle de dépenses publiques respectant la procédure de la chaîne des dépenses. Donc bref, il est de dépenses publiques qui échappent aux procédures de la chaîne des dépenses. Ce qui fait en sorte que certains besoins, certains fonds ou certains bons d'engagement peuvent échapper au ministre du Budget et puis aller directement vers le ministre des Finances pour paiement. Et dans notre pays, il n'est pas en réalité, on n'a pas restreint. Il n'y a aucun texte qui restreint le paiement par voie d'urgence ou le montant à décaisser normalement par voie d'urgence. Ce qui fait que le ministre sectoriel peut solliciter un paiement par voie d'urgence envers le ministre des Finances et ces derniers peut aussi, s'il apprécie mieux, il peut payer. Mais toutes les dépenses qui sont exécutées par voie d'urgence viennent toujours par après à être régularisées par le ministère, au respect de chaîne de dépenses, c'est-à-dire qu'ils seront régularisés par le ministère du Budget, ainsi de suite, mais les paiements avaient été déjà faits. Et donc, vous comprenez, monsieur Daniel Roland, que lorsque l'État congolais met des autorités dans des postes bien précis, c'est non seulement pour gérer le fonds de l'État, mais aussi c'est pour permettre à ce qu'il y ait le bien-être collectif, n'est-ce pas, dans la société. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a de plus en plus de détournements. Vous avez ici épinglé le fait que le professeur Emmanuel Janvier Luzolo-Bambilesa avait bel et bien dit que chaque année la RDC perdait. Je crois que vous avez parlé des 15 millions. La RDC perdait 15 millions, mais aujourd'hui on est à combien? Ce n'est pas chaque année. C'est qu'aujourd'hui, pour un seul dossier, la RDC peut perdre peut-être 60 millions, 300 millions de dollars qui ont fait l'objet de détournement. Voyez-vous? Et quand on parle de détournement, monsieur Daniel Roland, il faut en tout cas se mettre à l'esprit que il y a ce qu'on appelle un détournement presque intellectuel et un détournement presque matériel. Le détournement matériel, c'est comme quelqu'un qui en affecte le fonds à un objet ou à un but bien précis, mais il utilise le fonds à un autre objet. Voyez-vous? Là, il fait un détournement, n'est-ce pas, matériel. Mais le détournement intellectuel, c'est par exemple le fait que vous ayez
surfacturer le bien pour lesquels, n'est-ce pas, nous pouvons, le bien pour lesquels les fonds doivent être décaissés. En l'occurrence, dans les cas d'examen, je vous donne un exemple. Vous voyez, en matière de placement ou installation de stations d'eau ou de forage, le prix diffère selon aussi les terrains. Parce qu'il se trouve que sur un terrain qui est plat, un terrain qui n'est pas largement distancé, dont la terre n'est pas largement distancée, n'est-ce pas, au sous-sol, avec la pierre, semble-t-il, contre lesquels si on frappe, l'eau sort. Et puis il y a aussi des terrains qui sont très marécageux, il y a aussi des terrains qui sont en pente, il y a aussi des terrains qui sont presque sur des collines et sur des montagnes. Voyez-vous que ces terrains-là, lorsqu'on veut vous faire le forage, le prix ne doit pas être les mêmes. Mais vous remarquerez qu'il y a parfois des gens qui montent les dossiers, n'est-ce pas, de forage. Ils vous disent, écoutez, on installe un forage à 300 millions de dollars ou 400 000 dollars. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, quand on s'est dit qu'un forage c'est 400 000 dollars, c'est donc tout prix confondu et c'est tout terrain confondu. Voyez-vous, ça veut dire qu'il n'y a pas ici une particularité sur le terrain précis et sur la disposition du dit terrain sur lequel nous pouvons bien entendu placer ou mettre ou installer les dits forages. Donc il y a déjà un problème. Alors, si nous mettons en quarantaine cette histoire d'appréciation du prix en rapport avec la dimension, la disposition du terrain, on peut aussi prendre l'hypothèse de vous installer les forages. Certes, vous installez, vous mettez les prix. Mais à quel prix revient un forage? Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, déjà là, vous vous direz, la Banque centrale a effectué un paiement. Et puis, j'aurais ouï dire, par rapport à votre question, que, d'abord, excusez-moi, je voulais préciser une chose, que le détournement est une question aussi de la bonne gouvernance. Voyez-vous? Parce que la moralisation de la gestion de la chose publique, la bonne gouvernance d'un État peut justement empêcher qu'il y ait des détournements. Mais il faut savoir, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, monsieur Daniel Roland, le personne à qui les présidents tendent la main pour travailler ensemble. Voyez-vous, nous avons la première ministre, le président l'a tendu la main, vous l'avez désignée, elle est première ministre. Il y aura aussi des ministres. Peu importe les modalités par lesquelles le ministre seront désignés, ils doivent avoir à l'esprit que si on envoie par exemple au président de la République 3 noms, 4 noms, 10 noms, selon les cas et selon le regroupement politique ou les partis politiques qui doivent sortir le ministre, selon le nombre de députés ou de quotas, nous devons avoir à l'idée que c'est le président qui nous a choisis pour l'accompagner dans sa vision. Donc, toutes les fois où vous avez Madame la Première ministre qui détourne le fonds public, c'est-à-dire elle vient pour saper cette vision. Et donc, le président de la République doit normalement avoir un œil d'argu, un œil en tout cas de surveillance, de contrôle sur ce que font le ministre. Parce que ils font partie de l'exécutif et le chef de l'exécutif, c'est bien entendu le président de la République. Vous vous direz aussi peut-être, mais Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, tous ces gens-là, quand ils viennent, on les met dans un poste. Ce n'est pas en fait pour qu'ils viennent satisfaire leurs appétits gloutons. Non, c'est justement pour travailler pour l'État congolais. Travailler pour l'État congolais, c'est-à-dire poser chaque acte dans l'intérêt général du peuple. Mais lorsque vous commencez à travailler pour satisfaire vos propres besoins personnels, c'est là que se pose un problème. D'où le ministre doivent avoir au moins des notions de la bonne gouvernance, monsieur Daniel Roland. Ils doivent avoir au moins des notions de la moralisation de la gestion de la chose publique. La chose publique ne se gère pas comme on le veut, parce que déjà là, je vous donne un exemple simple par rapport à ce que nous avons appris.
Vous avez le ministre Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, il vient, il dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi on est en train de me reprocher. Quel est le grief que j'ai commis? Si le dossier avait commencé, les dossiers bien entendu des forages, avait commencé à partir, avait été, je dirais, ordonnancé pour le paiement, ou bien avait commencé par le ministre Sélé Yalagouli, l'ancien ministre des Finances. Exactement, l'ancien ministre des Finances. Quelle serait ma faute si moi je ne fais que payer? Et Nicolas Kazadi dit aussi, c'est là où ça m'écoeure, et je me dis par moment, c'est comme si on ne met pas des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Justement parce que si quelqu'un vient à la place publique, à son âge, il ne sait pas comprendre, il ne parvient pas à comprendre à quel niveau se situe sa propre faute. C'est qu'il y a un problème, monsieur Daniel Rolland. Parce que non seulement qu'il a des conseillers, mais quand il vient prendre parole comme ça, c'est-à-dire il n'engage non seulement sa propre personne, mais il engage aussi son cabinet. Voyez-vous? Mais si lui-même n'arrive pas à comprendre à quel niveau se situent ses responsabilités, il faut lui faire comprendre ça, que vous, monsieur le ministre, voilà, vos responsabilités se situent à vous dire à tel ou tel niveau. Moment où Nicolas Kazadi lui aussi s'est dit, moi j'étais venu, quand je suis arrivé, j'ai trouvé déjà ce dossier sur la table. Ça veut dire, il accuse aussi l'ancien ministre des Finances d'être parmi les gens, d'une manière ou d'une autre, qui ont à favoriser l'exécution de ces projets. Bon, en fait, en tant que ministre de Finances, il a peut-être notre, je dirais, il a notre bénéfice du doute en la matière, parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Même si en réalité, en tant que scientifique et en tant que citoyen, nous pouvons voir manifestement que c'est pour lesquels le fonds a été sorti n'a pas été exécuté. Mais la question, vous savez, monsieur Daniel Rolland, j'ai toujours dit que pour trouver de bonnes solutions aux problèmes que nous posons, ou pour bien réfléchir et savoir au moins le degré de sa propre responsabilité, il faut savoir poser des prémices, de bonnes prémices dans le raisonnement, n'est-ce pas, que vous voulez mûrir. Pourquoi j'ai dit ça? C'est lui qui vient et qui se place en lieu, n'est-ce pas, de la personne qui exécute les dépenses publiques de l'État. Quand il vient vous dire que, écoutez, Sélé Yalagouli, c'est la personne la mieux placée pour parler du dossier parce que cela remonte, n'est-ce pas, de son égide. Et moi d'ailleurs, lorsque j'ai vu que le dossier avait un montant de 400 000 $ par forage, je renvoyais ça pour réexamen. Et ils m'ont ramené, je ne payais que 71 millions. Je n'ai pas payé en fait 300 millions comme il est dit. Si il pose un raisonnement, n'est-ce pas? Il pose des prémices de son raisonnement et il tire une conclusion selon laquelle, écoutez, je ne suis pas responsable parce que je ne fais que payer. Mais il ignore, c'est ça le problème, il ignore que en tant que ministre qui donne l'ordre de paiement, monsieur Daniel Rolland, il a au moins en présence des éléments objectifs qui traduisent le prix auquel revient l'installation d'un forage. Voyez-vous? Et lui, en tant que ministre, on aurait ouï dire que dans ses résidences ou dans certaines de ses résidences, il aurait aussi de forage. Même alors, prenons seulement l'image, il a un cabinet, il a des conseillers en tout cas. Ne peuvent-ils pas, ces conseillers-là, lui faire voir que, monsieur le ministre, le montant à décaisser pour un forage revient à 297 000 $. Donc, vous renvoyez un dossier pour examen parce que d'après vous, vous avez considéré les prix être exorbitants, monsieur Daniel Rolland. On part avec le dossier, on revient avec... Le montant change, ce n'est plus de 400 000 $, c'est 400 millions de dollars, c'est 300 millions de dollars. Que nous puissions aussi accepter qu'un forage ou l'installation d'une station de forage revient à 297 000 $. Soyons sérieux, monsieur Daniel Rolland. Donc déjà, vous
vous voyez que le détournement devient intellectuel. C'est là où nous pouvons croire, même s'il n'y a pas un acte positif, n'est-ce pas, de remise de fonds, mais à partir du moment où vous acceptez d'écaisser ce qui, normalement, ne peut être dû. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Avec la possibilité de l'échanger même. C'est-à-dire que même dans une hypothèse où on peut considérer le prix des fourrages, dans un cas normal, où le prix des fourrages peut augmenter, on ne peut pas s'imaginer en un seul instant qu'un forage revient à 297 millions $1000. C'est trop exorbitant pour l'État. Et vous êtes sur la chaise d'un ministre de Finances, vous vous dites que vous devez protéger l'État dans l'engagement de dépenses publiques. Et vous exécutez aussi les dépenses publiques qui doivent, n'est-ce pas, rencontrer le désidérateur de tous ces qui doivent satisfaire l'intérêt général. Et vous acceptez ces prix-là. Et vous décaissez les fonds. Par quelle voie? Par voie d'urgence. Nous sommes dans un état où, lorsque des histoires comme ça se font, monsieur Daniel Roland, même le président de la République doit savoir que chaque acte que pose le ministre, n'est-ce pas, dans son secteur d'activité, peut entacher, n'est-ce pas, son régime, son mandat, peut entacher sa réputation. Parce que, comme dit-on, la réputation ne s'achète pas, comme la personnalité. Aujourd'hui, vous êtes ministre, vous êtes président, c'est dans un temps. Mais la nonchalance du président de la République, la nonchalance du Premier ministre, sur de pareils actes, vous décaissez un montant de 3, même prenons l'hypothèse qu'il a déposé, parce que d'après lui, il aurait décaissé 71 000 $. Même si d'ailleurs, le ODEP, n'est-ce pas, ODEP a pu donner d'autres éléments par rapport à ce ODEP a dit que non, le ministre des Finances, il a dit des contre-vérités, parce qu'en réalité, les montants décaissés seraient de 80 millions. Prenons comme vrai l'hypothèse du ministre des Finances qui repose sur le montant décaissé 71 000 $. Mais 71 000 $, pour quel montant revient un forage dans les 71 000 $ même décaissés? Parce qu'il veut se laver, il se dit, écoutez, moi je n'ai pas de problème, puisque déjà vous remarquerez que j'ai renvoyé les dossiers pour examen et je n'ai décaissé que 71 000 $. Et quand ils sont venus encore avec plusieurs lettres solliciter d'autres paiements, je refusais. Selon que le paiement a commencé de 20 millions de $, au mois de janvier, je crois bien, non, au mois d'août 2021. 2022, janvier, il y a eu décaissement. 2023, janvier, il y a eu décaissement. 2024 aussi, monsieur Daniel Roland. Maintenant, si on considère le ministre, on prend pour vrai le 71 000 $, n'est-ce pas, qu'il dit avoir décaissé. Mais il ignore que quand vous décaissez 71 000 $, d'abord, les 71 000 $, dans les 71 000 $, il y a un montant que recèle, n'est-ce pas, auquel revient un forage. Même si vous décaissez 18 millions de $, même si vous décaissez 100 millions de $, vous devez savoir que dans les 100 millions-là, il y a eu un contrat préétabli. Lequel contrat dit l'installation d'une station de forage revient à autant. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Et que vous avez fermé vos yeux. Et puis vous payez par voie d'urgence. C'est-à-dire quand vous fermez les yeux sur le montant de décaissé alors qu'il est très exorbitant pour un forage, donc vous facilitez en quelque sorte, monsieur Daniel Roland, cette prévarication. Vous facilitez en quelque sorte cet enrichissement illicite. Parce qu'en réalité, la société qui va installer ces forages, il s'est enrichi illicitement. C'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Et puis pourquoi je dis non, c'est pas elle est responsable. Pourquoi? Parce que l'irresponsabilité dans quel sens? Il est le patron, ça veut dire il avait l'amabilité de prendre une décision pour sauver toute la République concernant cette cabale, mais il a gardé un silence silencieux, il a laissé les gens se comporter ainsi et puis poser ce genre de faits. L'urgence dans un paiement d'une dépense publique s'identifie à quoi et à qui pour que le dossier puisse passer en urgence et être payé même au montant de 71 millions
de dollars. Peut-être que parce qu'on a ce problème-là lié à la régie des eaux, il n'y a pas l'eau partout. C'est pourquoi il s'est dit, bon, c'est une urgence, il faut implanter les forages le plus vite que possible à travers la République pour sauver et donner de l'eau à la population. Alors, est-ce que cette urgence, monsieur Daniel Rolland, demandait nécessairement qu'on puisse brûler le pavé sur les étapes à respecter dans la procédure de la chaîne de dépenses? Qu'est-ce qu'il y avait d'urgence pour que l'on puisse faire échapper au ministre du budget le paiement du montant les dossiers en question? Qu'est-ce qu'il y avait d'urgence? Voyez-vous, monsieur Daniel Rolland? Donc, c'est que tous ceux qui s'identifient à l'urgence, en réalité, recèlent une idée de détournement. Le président de la République, à un moment donné, et si aussi la première ministre Judith Soumina Toulouka veut nécessairement que son mandat ou son régime ne puisse pas être en tâche, ne puisse pas, n'est-ce pas, faire tâche d'huile, il faut nécessairement qu'elle puisse avoir un œil d'argu sur l'exécution des dépenses publiques et sur les dépenses publiques qui doivent être exécutées par voie d'urgence. Donc, voyez-vous, monsieur Daniel Rolland, que je disais tantôt, lorsque les ministres de Finances dit que ce n'est pas moi, c'est la Gouli, c'est ça de l'irresponsabilité. Les gens qui ont toujours tendance à jeter les chapeaux, n'est-ce pas, aux autres, à faire porter à l'autre les chapeaux, ont toujours en quelque sorte, il y a toujours quelque chose, il y a toujours anguille sous roche. Donc, monsieur Daniel Rolland, vous comprenez que le ministre de Finances ne sait pas que lorsque lui, il décaisse un montant, plus que, n'est-ce pas, c'est lui qui est raisonnablement dû, et il ordonne le paiement, il facilite en réalité l'enrichissement illicite d'une société. Parce que si on était en matière civile, on aurait parlé de lésion. C'est-à-dire, vous me vendez une chose, n'est-ce pas, à un prix très exorbitant, de telle sorte que vous profitez peut-être de mes capacités de ne pas avoir la main de maître sur l'appréciation des prix en la matière. Alors qu'il est entouré des conseillers et autres. Donc, apparemment, mais ça ne peut pas manquer un bureau d'études au sein de son ministère pour étudier ce genre de dossiers avant toute exécution. En fait, en réalité, il y a un adage qui dit, je crois que c'est un adage d'ailleurs chinois, hein, qui est interprété en français selon que qui a fait le travail? L'adage commence par une question. Qui a fait le travail? Et la réponse, c'est que c'est lui qui l'a achevé. Voyez-vous? Donc, quand vous faites porter à Sélé Alagouli le chapeau, vous ignorez que Sélé Alagouli, même s'il peut en avoir donné quitus, mais il n'avait jamais donné l'ordre de paiement. Vous reconnaissez avoir donné l'ordre de paiement d'un montant de 71 000 $. N'est-ce pas, monsieur Daniel Rolland? Ça suppose que sur les 71 000 $, une station de forage est évaluée à combien? À 297 000 $. Donc, c'est vous qui reconnaissez avoir ordonné l'ordre de paiement. N'est-ce pas, monsieur Daniel Rolland? Et par cette reconnaissance d'avoir donné l'ordre de paiement de ces montants-là, alors que il s'agit que d'une simple lésion, d'un enrichissement illicite que vous facilitez, vous acceptez de saigner la caisse d'État. Vous comprenez que les gens qui occupent parfois le poste ministériel n'ont pas de cœur pour la République, monsieur Daniel Rolland. Ils n'ont rien de bonne gouvernance, ils n'ont rien de la moralisation de la chose publique. Donc, je peux dire à ce sujet, monsieur Daniel Rolland, que monsieur le ministre est activement impliqué. Il est impliqué ici comme acteur principal ou bien comme complice dans cette affaire? En fait, en réalité, monsieur Daniel Rolland, je dirais qu'il n'est pas complice. Pourquoi il n'est pas complice? Moi, je dirais plutôt qu'il est co-auteur. Pourquoi? Parce que monsieur Daniel Rolland, et ce n'est pas que lui, parce que son nom est fortement cité, monsieur Daniel Rolland. Mais nous devons savoir que le dossier a commencé quelque part. Vous avez le dossier a commencé au ministère, je crois, du développement rural. Voilà. Alors, si le ministre de développement rural a accepté que une station d'un forage puisse revenir d'après les contrats conclus à 297 000 $, alors que dans les critères raisonnables,
Même si on peut considérer les prix d'un forage à des prix exorbitants, ça ne peut pas arriver à 50 000 ou 500 000 dollars. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Donc ça veut dire ici, s'il faut choisir, établir les acteurs principaux de ces prétendus détournements, ça veut dire, on peut dire, c'est Nicolas Kazadi et François Robota, parce que Robota, lui, comme ministre sectoriel, le ministre dont le projet allait être exécuté dans son secteur, et Kazadi, comme l'argentier national, c'est lui qui a sorti l'argent pour l'exécution de ces projets. Oui, le ministre Robota ne peut pas se dédouaner, monsieur Daniel Roland. Il n'en est pas aussi pour rien. Et le ministre Kazadi n'en y est pas non plus aussi pour rien. Donc, ils en sont pour quelque chose. Vous devez comprendre que les dossiers de dépenses publiques ne poussent pas dans le bureau du ministre des Finances comme les herbes dans une parcelle. Non. Les dossiers de dépenses publiques viennent toujours de ministères sectoriels. Et donc, lorsque le ministre Robota a fermé ses yeux sur le prix auquel revient un forage, c'est que lui, à son niveau, il pose un acte indispensable à l'enrichissement illicite de la société avec laquelle il conclut le contrat. Et le ministre aussi Kazadi, quand il dit qu'il a renvoyé le dossier pour réexamen, tout en ne disant pas non plus que dans le dossier, il gît des avénants, parce que s'il n'y a pas d'avénement, monsieur Daniel Roland, ok, vous avez un contrat qui dit qu'un forage revient à 400 000, mais si on a réexaminé les prix, ok, on a émoussé considérablement les prix, nous devrions aussi voir dans le dossier les avénants qui modifient les prix auxquels revient le forage qui a nécessité le paiement de 71 millions de dollars. Alors, s'il n'y a pas d'avénement, c'est-à-dire que vous ne faites que dipler la population. Et aussi, lorsque le ministre, chaque personne, monsieur Daniel Roland, dans ces dossiers, a toujours un degré de responsabilité à engager. Donc, même si le ministre des Finances a donné l'ordre de paiement, ce n'est pas parce que il a donné le paiement qu'il est nécessairement responsable. Non, il y a aussi le ministre du Développement rural, dont on semble parfois faire un peu la vedette là-dessus. Non. Il est responsable parce que lui, il a conclu le contrat. Il a accepté que la République engage, n'est-ce pas, les dépenses dignes de l'installation d'une station de forage, lesquelles dépenses doivent revenir à 297 000 dollars le forage. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland. Donc, lui, déjà, à son niveau, il est co-auteur. Pourquoi je dis co-auteur? C'est pas complice. Parce que le complice, monsieur Daniel Roland, fait attention. Il y a une différence entre la complicité et la coaction ou la corréité. En fait, la complicité, la différence, c'est que dans la complicité, vous posez un acte, monsieur Daniel Roland, certes pour faciliter la commission d'une infraction, mais votre acte posé est nécessaire. Alors que dans la coaction ou dans la corréité, c'est que l'acte que vous posez n'est pas nécessaire. L'acte là, il est indispensable. Monsieur Daniel Roland, ça veut dire que c'est celui sans lequel on ne peut aboutir au paiement de ces montants-là. Voyez-vous? Quand par exemple, je vous donne un exemple, celui qui est dans un couloir, pendant qu'on est en train de violer une victime, lui il dit, bon, comme la victime serait en train de crier, il faut que moi je commence à chanter. Voyez-vous? Alors quand je chante à haute voix, ma voix édulcore davantage, n'est-ce pas, réduit davantage l'écho, n'est-ce pas, de qui? De la dame, de sa victime. Pour protéger la personne qui est en train de... Exactement. Vous comprenez que le sifflet, n'est-ce pas, ou le chant qu'il est en train, n'est-ce pas, d'entonner sur le couloir de l'avenue pour empêcher que les gens découvrent, n'est-ce pas, cette hypothèse, ça, c'est une aide de monsieur Daniel Roland. Mais cette aide n'est pas indispensable, elle est nécessaire. Parce que vous chantiez ou pas, le bourreau peut toujours violer dans le couloir, vrai ou faux? Mais l'aide étant nécessaire et non indispensable, on peut condamner le monsieur pour complicité. Donc, quand on revient maintenant dans cette hypothèse, on voit le degré, n'est-ce pas, de l'acte posé. On voit le ministre Robota, qu'a-t-il fait? Il a conclu le contrat. Il a certes cette responsabilité étatique de pouvoir conclure le contrat, protocole d'accord avec les sociétés pour, bien entendu, le bien-être de tous dans ce secteur d'activité. Mais est-ce
il peut, n'est-ce pas, agir à l'aveuglette en laissant passer un montant qui est très exorbitant. J'ai dit non. Parce que l'État vous met sur cette chaise pour conclure des contrats dans votre secteur d'activité, mais tout en évaluant, n'est-ce pas, le marché en caisse c'est combien. Et d'ailleurs, plusieurs dossiers qu'on aurait ouï dire, être passés au ministère Finances et autres, font toujours l'objet de montants exorbitants, tout ça. Pourquoi, M. Daniel Roland? Donc, vous comprenez que ces deux personnages qui sont devant nous ne font pas l'objet de la complicité dans ces dossiers, mais ils font l'objet de la co-réalité ou coaction, parce que chacun a posé un acte indispensable dans ces détournements de fonds ou dans l'enrichissement illicite de la société en question. Voyez-vous, M. Daniel Roland? Donc, le ministre, quand il signe les contrats, c'est que lui, déjà, les détournements commencent, l'enrichissement illicite commence déjà à son niveau. Quand le dossier quitte à son niveau, va au ministère, non pas du budget, mais le ministère de Finances pour le paiement. Et le ministre des Finances à son tour, au-delà d'avoir envoyé le dossier, il vient payer le dossier au montant de... il vient ordonner le paiement du montant de 71 millions de dollars. Donc vous comprenez, M. Daniel Roland, pour ne pas prendre votre temps en otage, que l'ordre de paiement est un acte indispensable à l'enrichissement illicite et même au détournement de fonds. Voyez-vous, M. Daniel Roland? Parce que lorsque, parce qu'il faut aussi avouer que le ministère des Finances n'a pas je ne dis pas la compétence, mais il n'est pas à même d'observer le degré de réalisation, n'est-ce pas, de ces activités, puisque le ministère sectoriel existe. C'est le ministère sectoriel qui est comme ministère qui reçoit, n'est-ce pas, le bénéfice de cela. Et quand le ministère des Finances, le ministère de la société sollicite le paiement, il doit au moins dire au ministre des Finances, ça c'est vrai, le degré d'atteinte du résultat par rapport aux fonds préalablement décaissés est de 60 ou 40% ou 20% selon leurs ententes. Et puis, le ministre des Finances décaisse. Même si le ministre des Finances venait à refuser un quelconque autre décaissement, parce que d'après lui, il n'y a pas eu atteinte de résultat du premier montant décaissé, mais il faut déjà avouer qu'à partir du moment où il a autorisé le paiement du montant de plus de 71 000 dollars ou de 79 000 dollars pour un forage de 297 000 dollars, ça vaut déjà un acte de coaction ou co-réalité. Co-réalité, c'est-à-dire il y a deux personnes qui agissent, l'un peut être auteur intellectuel et l'autre auteur matériel. Alors, c'est bien compris, Maître Cédric, vous avez tout expliqué par rapport à ces dossiers, mais on va continuer en situant ces dossiers dans les temps par rapport à l'évolution. Le 27 avril dernier, le procureur général, après la Cour de cassation à Fremont-Vendée, après la clameur publique, après la pression des uns et des autres par rapport à ce dossier, il va écrire une lettre pour mettre au courant la DGM de ne pas permettre à ces trois personnalités citées dans ces dossiers, y compris Nicolas Kazadi, François Robota, de ne pas acquitter les territoires congolais en attendant que la justice puisse enquêter sur la responsabilité de chacun, par exemple, de ces deux ministres. Et d'abord, cet acte, cette lettre écrite par le ministre et le procureur Ferroua Vondé, vous a trouvé comment? Est-ce que c'était un acte quand même bien posé, cette fois-ci, par le procureur interdisant à ces deux personnes, ces deux ministres de quitter les territoires? Oui, Monsieur Daniel Roland, en fait, dans les cadres d'une instruction judiciaire, le procureur général, lorsqu'il est saisi ou lorsqu'il s'est saisi d'office, il a en tout cas la compétence de pouvoir instruire à charge ou à décharge. Maintenant, il se trouve que le dossier sur lequel porte son instruction judiciaire, n'est-ce pas, puisse concerner l'installation des forages et que les personnes qui y sont impliquées, c'est bien entendu le ministre de Finances qui a ordonné les paiements et le ministre Robota qui avait conclu, n'est-ce pas, les contrats. Alors, Monsieur Daniel Roland, lorsque les procureurs estiment qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, ce que le procureur fait,
c'est qu'il peut interdire, pour que la personne ne puisse pas s'échapper, dans le cadre d'un dossier judiciaire bien sûr, interdire la sortie du territoire national de la personne activement ou passivement impliquée en attendant la fin de l'instruction. C'est cela le cas. Et donc, c'est pour le bénéfice, n'est-ce pas, de l'avancement de l'instruction, puisque le procureur général en matière judiciaire, ils sont placés comme étant des autorités judiciaires qui sauvegardent aussi les patrimoines de l'État. Parce que lorsque vous instruisez les dossiers dans lesquels est impliqué par exemple le détournement des fonds et autres, vous comprenez que vous cherchez bien entendu à aboutir avec votre dossier dans l'instruction, et si ça aboutit, ça va déboucher nécessairement à des instructions telles que il faut, monsieur Daniel Rolland, il faut restituer à l'État ce qui a été détourné. Vous comprenez déjà qu'un dossier de détournement qui aboutit à la restitution de fonds de l'État permet de comprendre que le procureur est aussi le surveillant du patrimoine de l'État. Il peut aussi empêcher des prévarications, il peut aussi empêcher beaucoup de choses. Donc, monsieur Daniel Rolland, je m'en vais dire que la décision du procureur est donc salutaire. Salutaire, pourquoi? Parce qu'elle est prise pour justement instruire, permettre à ce que le présumé délinquant ne puisse pas s'échapper à la justice. Alors, pour que les présumés ne puissent pas s'échapper à la justice, Nicolas Kazadi, quand même, de son côté, il n'a pas pu continuer à garder ses silences, et surtout qu'il y a des informations qui circulaient que Kazadi aurait été débarqué de l'avion au moment où le président Tshisekedi voyageait et faisait un déplacement pour l'Europe. Il était dans la délégation parmi les ministres qui devaient voyager pour accompagner le président congolais, mais il a été débarqué justement en exécution de cette décision, de cette lettre écrite par Fernand Volé, procureur général près la Cour de cassation. Nicolas Kazadi, qui n'a pas su garder un silence, il est allé attaquer cette décision au niveau du Conseil d'État. Est-ce que c'est normal qu'un ministre, d'ailleurs on va lire cette lettre, si la régie va nous aider avec l'illustration de cette lettre écrite par Nicolas Kazadi, lettre de recours pour que le Conseil d'État à son tour puisse faire quelque chose, un peu question de lui donner raison, bien de changer la décision prise par Fernand Volé, procureur général après la Cour de cassation. Pour Nicolas Kazadi Kadima Azouzi, résident route Matadi numéro 143 dans la commune de Ngalima, ayant pour conseil maître Itela Antombi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, dont l'étude est située au numéro 5 avenue Kanjeki à Kinshasa Lemba. Élection du domicile a été faite au cabinet de son conseil sus-identifié et l'adresse citée contre la République démocratique du Congo, prise en la personne de Madame la ministre d'État, ministre de Justice et garde des Sceaux, dont les bureaux sont situés à la place de l'Indépendance à Kinshasa Gombe. Monsieur le procureur général pour la Cour de cassation, dont les bureaux sont situés au numéro 95 du boulevard du 30 juin, immeuble CNSS. Voilà. En cause, lettre numéro 1887 RMP.V/0098 PG CCKS MVM MOUC 2024, prise par monsieur le procureur général pour la Cour de cassation en date du 27 avril 2024 à madame la première présidente, mesdames et messieurs le président, mesdames et messieurs les conseillers du Conseil d'État de la République démocratique du Congo. C'est ça une partie de la lettre de recours de Nicolas Kazadi écrite au président ou bien à la présidente du Conseil d'État, juste pour faire recours à cette interdiction, à cette lettre d'interdiction venant du procureur général pour la Cour de cassation. Maître Cédric, est-ce que c'est normal? Nous sommes dans une logique normale. Bon, en fait, monsieur Rolland, ce que je peux dire quant à ça, c'est que la ministre
bien entendu, le ministère de la Justice est celui qui a reçu l'habilitation légale de représenter l'État dans tout le procès. Ça, c'est évident. C'est pourquoi le procureur général, en réalité, n'ayant pas une personnalité, les parquets en soi, n'ayant pas une personnalité juridique, il est évident que lorsque nous voulons attraire le ministère, l'État en justice, nous devons passer par le ministère de la Justice. Mais votre question est de savoir, est-il normal que M. Nicolas Kazadi puisse attaquer devant le Conseil d'État la lettre du procureur, n'est-ce pas? Oui. En cette matière, M. Daniel Roland, je m'en vais dire que parfois le Conseil d'État aussi doit permettre doit redorer l'image ternie de la société. C'est un organe à problème apparemment ce Conseil d'État, depuis l'époque de Kabila. Alors, moi personnellement, voici ma réflexion. C'est que je pense que le Conseil d'État ne doit pas être compétent pour censurer la lettre du procureur général. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le Conseil d'État, sa compétence ou ses compétences sont encadrées par la loi. Il annule, n'est-ce pas, les actes, il annule les actes, les décisions administratives et autres qui sont pris en violation de la loi, de l'édit ou du règlement. Voyez-vous? Ça veut justement dire que lorsque le procureur prend un acte d'interdiction des sorties dans le cadre de l'instruction judiciaire, son acte qu'il prend n'est pas un acte administratif, M. Daniel Roland. Ce n'est pas une décision administrative. C'est comme un acte d'instruction. C'est-à-dire que ça fait, en tout cas, c'est dans le sillage, dans le cadre de l'instruction judiciaire qu'il a pris cet acte-là. Et l'acte ne peut pas avoir une nature tout autre qu'un acte judiciaire. Voyez-vous, M. Daniel Roland? Et si le Conseil d'État, si M. Nicolas Kazadi attaque l'acte au Conseil d'État, le Conseil d'État doit normalement justifier sa compétence par rapport au fait que l'examen porte sur la violation d'une loi par le procureur. Voyez-vous? Par le procureur, et doit aussi qualifier l'acte du procureur comme étant un acte administratif et en donnant au procureur la qualité d'une autorité administrative. Mais lorsque le procureur prend un acte dans le cadre déjà tous les actes judiciaires ne sont pas censurables par les juridictions administratives, M. Daniel Roland. Nous sommes dans deux pouvoirs distincts. Nous sommes, excusez-moi, dans deux fonctions de pouvoir distincts. Nous sommes tous dans le pouvoir judiciaire, mais l'autre a des fonctions bien précises. Le procureur, il recherche les infractions et autres. Et le Conseil d'État annule, n'est-ce pas, les actes administratifs tout en protégeant la loi, l'édit et les règlements. Pour excès de pouvoir, incompétence, mauvaise interprétation de la loi, ainsi de suite. Donc, M. Daniel Roland, je m'en vais justement dire que le Conseil d'État, en réalité, en principe et légalement parlant, je ne vois pas comment peut-il justifier sa compétence pour censurer un acte d'instruction judiciaire ou un acte qui interdit à tel autre, dans le cadre d'une instruction judiciaire, à quitter le pays. Non, je ne le vois pas. Déjà, je vous dis, parfois nous en avons aussi vu de trop, puisque vous avez un Conseil d'État qui, lorsqu'un ministre suspend, voyez-vous, un mandataire public, un ministre qui suspend un mandataire public sur recommandation, bien entendu, de l'IGF, qui a trouvé des actes de prévarication, d'enrichissement illicite et de détournement. L'IGF demande qu'on suspend, le ministre suspend, mais le Conseil d'État annule la suspension. Le Conseil d'État suspend les effets de la suspension. Alors que, au fond, c'est sur recommandation de l'inspection générale de finances que la ministre a pu suspendre et parfois il y a confusion entre la suspension de membres, des mandataires de l'État et la suspension de fonctionnaires de l'État comme sanction administrative. Voyez-vous, M. Daniel Roland? Donc, la suspension, par exemple, d'un mandataire de l'État,
est régi par un décret du Premier ministre et n'appelle pas en réalité l'interpellation pour entendre la personne. Non. Mais du coup, quand l'IGF vous dit qu'il y a détournement, il faut suspendre d'abord pour qu'on puisse enquêter. Cette suspension, elle n'est pas une suspension sanction, elle est une suspension mesure conservatoire ou une suspension prise préventivement. Mais vous verrez, les conseils d'État, parfois, ils sapent toutes ces considérations de détournement et suspend soit la décision de la suspension, soit annule cette décision-là. Mais alors qu'en réalité, là où le droit administratif a considérablement évolué, M. Daniel Roland, c'est que lorsque, excusez-moi, lorsque la personne doit être suspendue et qu'elle l'est, si par le fait qu'ils lui sont reprochés, il s'avère que même si on annulait ou on suspendait cette suspension ici prise, il serait toujours de bonne loi et indispensable qu'il soit suspendu. Le Conseil d'État français n'annule pas la suspension prise, ne suspend pas non plus la suspension prise. Voyez-vous, M. Daniel Roland? Mais est-ce qu'il y a... Je finis pour dire, parfois il y a des actes d'instruction judiciaire, des actes qui sont pris dans le sillage de l'exécution d'une instruction judiciaire qui échappent, n'est-ce pas, à la compétence du Conseil d'État. Parce qu'il faut que le Conseil d'État puisse démontrer d'abord, puisse d'abord qualifier l'acte d'acte administratif et démontrer la loi violée. Or, c'est dans le sillage, dans le cadre d'une instruction judiciaire. Donc, je ne vois pas comment le Conseil d'État peut venir annuler la décision du procureur général. C'est pourquoi parfois je parle de l'incohérence de notre système juridique. Où vous voyez, au lieu que le système soit cohérent, le procureur prend un acte, au lieu que l'acte puisse conserver ses effets et aboutir. Mais là, le parquet, le Conseil d'État, il annule la décision. Mais vous savez, M. Daniel Roland, lorsque le Conseil d'État annule ou suspend les effets de la décision du procureur, Nicolas Kazadi sort, il vient avec la décision, il vient avec à l'aéroport et donc on le laisse sortir. Il ne revient plus au pays. Qui a facilité, je ne dis pas l'évasion parce qu'il n'est pas condamné, mais qui aurait facilité cette sortie du pays et qui aurait aussi facilité le non-aboutissement du dossier du procureur? Le Conseil d'État. Vous comprenez que le Conseil d'État, en quelque sorte, sociologiquement, il devient comme un complice dans le fait. Et dans ce cas, quand le Conseil d'État apprend ce genre de décision, est-ce qu'il n'y a pas une juridiction dans notre arsenal juridique pour certainement contrer ou bien annuler cette décision prise par le Conseil d'État? En fait, en réalité, dans notre pays, M. Daniel Roland, il importe de savoir que la Cour suprême de justice existait datant, comme vous le savez bien, mais au sein de la Cour suprême de justice, il y avait des sections. Une section administrative, une section judiciaire et une section constitutionnelle. En réalité, M. Daniel Roland, la section administrative ne faisait que état, n'est-ce pas, d'une pyramide de juridiction administrative. C'est-à-dire que ça représentait, c'était la Cour suprême de justice, mais qui agissait comme juge administratif. Alors, on a éclaté ces sections-là en deux juridictions bien précises. Nous avons actuellement la section administrative qui est représentée par le Conseil d'État. Ça veut dire que nous avons une pyramide de juridiction administrative au chapeau duquel, laquelle se trouve le Conseil d'État. Et donc, quand le Conseil d'État prend une décision, la décision là, elle est irrévocable. Elle reste telle qu'elle. Voyez-vous? Et vous avez aussi la Cour de cassation d'un côté qui représente aussi le pouvoir judiciaire. Donc, en principe, quand le Conseil d'État prend une décision comme ça, la décision est irrévocable, il n'y a personne qui peut censurer. D'ailleurs, l'exception en la matière, ce n'est que la Cour constitutionnelle. Je ne dis pas qu'elle statue parfois, qu'elle réexamine les décisions du Conseil d'État. Non. La compétence est donnée à la Cour constitutionnelle de pouvoir seulement régler le conflit de compétences qui existerait entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. C'est-à-dire, vous avez un dossier pour lequel, non seulement que par exemple le Conseil d'État se réclame la compétence, mais aussi le pouvoir, la Cour de cassation se les réclame aussi. Alors, dans le cadre des conflits pareils de deux juridictions, Conseil d'État, Cour de cassation, la Constitution a reconnu à la Cour constitutionnelle la compétence de régler
n'est-ce pas, de décider qui est compétent. Mais en ce qui concerne le fond de dossier judiciaire, lorsque le Conseil d'État a déjà prononcé sa décision, cette décision-là reste telle qu'elle, elle est irrévocable, elle ne peut pas être réexaminée par la Cour constitutionnelle. Mais pour notre dossier ici, j'étais en train de m'indigner du fait que lorsque le Conseil d'État censure la lettre du procureur, n'est-ce pas, prise par Kazadi, prise par M. Firmin Vondé, le procureur général, vous comprenez que le Conseil d'État facilite au fait la fuite de ces messieurs-là, si réellement il y a eu de la décision du Conseil d'État qui suspend les effets. Donc bref, il est des actes, parfois je dirais des actes d'instruction judiciaire, qui ne peuvent pas, est-ce que si le Conseil d'État se voit à même d'annuler la lettre du procureur interdisant la sortie de monsieur Kazadi, dans un autre angle, nous pourrions aussi demain voir plus grave que ça, où un individu attaque un mandat de comparution du procureur général près la Cour, près le Conseil d'État, parce que d'après lui, le mandat de comparution viole ses droits. Nous pouvons aussi voir demain un individu aller attaquer devant le Conseil d'État une invitation faite par le procureur général. Le procureur général qui prend une mesure de liberté, par exemple, une mesure de, même si la Cour de cassation prend une mesure de liberté de mise en liberté. Non, surveillance, en fait, j'oublie les termes. Mais les termes, c'est la mise en liberté surveillée, je crois bien. Mise en détention surveillée. Ouais. Hein, exactement. La mise en résidence surveillée. Ouais. C'est ça les termes. Alors, si vous prenez les documents de la mise en liberté surveillée, donc vous attaquez ça aussi au Conseil d'État. Donc vous comprenez que le Conseil d'État doit parfois se référer sur des décisions prises par le droit français, les autres droits qui ont considérablement évolué. Donc vous comprenez, monsieur Daniel Roland, que en aucun cas les actes d'instruction, pour attaquer un acte devant une juridiction comme le Conseil d'État, il faut commencer par déterminer la nature de l'acte. Puisque, je vous donne un exemple. Vous avez l'IG par exemple, l'IG qui prend une instruction d'expulser quelqu'un dans la maison, ok, mais laquelle instruction l'IG dit, écoutez, il y a une décision judiciaire qui a été rendue, la décision judiciaire a été mal rendue, et vous attaquez maintenant l'acte de l'IG auprès du Conseil d'État. Mais vous ignorez, le Conseil d'État aussi, qu'est-ce qu'il fait? Annule l'instruction de l'IG. Or, comme l'IG a pris l'instruction dans le sillage de l'exécution d'une décision juridictionnelle, il faut normalement que le Conseil d'État s'en déclare incompétent. Pourquoi? Parce que les tribunaux de grande instance ont la compétence de connaître du fond de toutes les contestations liées à l'exécution des décisions de justice. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, puisque le Conseil d'État doit contrôler la conformité de l'instruction de l'IG à la loi. Mais or là, il n'y a pas une loi, c'est une décision juridictionnelle, le jugement. Il faut contrôler la régularité de l'instruction au jugement. Or, le Conseil d'État n'est pas le juge protecteur des décisions judiciaires ou juridictionnelles. Mais ça peut arriver que le Conseil d'État lui-même puisse révéler si une décision qu'il a prise. Comme vous le savez bien, en cas d'erreur matérielle, le Conseil d'État peut toujours y revenir. Mais ce qui est détonnant... De lui-même, eh bien, il faut... ça arrive si quelqu'un introduit un recours ou bien une requête. Non, l'erreur matérielle, c'est soit d'office par le Conseil d'État lui-même, soit aussi par la personne concernée ou qui en est victime. Donc, vous comprenez, M. Daniel Roland, qu'il est parfois écœurant de voir le Conseil d'État outrepasser les limites de ses compétences, tout ça. Bon, l'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence du système juridique. Il faut aussi que le président de la République puisse... parce que le silence du président aussi dans le dossier du détournement, je me demande... qu'y a-t-il? Bon, de toute manière, il n'est pas obligé d'en parler. L'essentiel... Et surtout, beaucoup s'y attendaient peut-être à une suspension de Nicolas Kazadi. Vous parlez de la suspension de Nicolas Kazadi, monsieur Daniel Roland. Déjà, vous savez très bien
que le directeur de cabinet de M. Nicolas Kazadi, du président de la République, il a pris un communiqué. Et celui-là, au lieu de dire qu'il est interdit aux membres du gouvernement de procéder au recrutement, à la nomination et autres, lui, qu'est-ce qu'il dit, M. Daniel Roland? Le directeur de cabinet du président de la République dit qu'il est interdit aux membres du gouvernement de prendre de suspension jusqu'à nouvel ordre de recrutement et autres. Comment pourriez-vous interdire aux membres du gouvernement ou à certaines personnes de pouvoir décider sur la suspension? Non, monsieur Daniel Roland. Pourquoi? Parce que la suspension, elle est une mesure parfois salvatrice, salutaire. Parce qu'elle est prise, monsieur Daniel Roland, justement pour soit sauvegarder l'intérêt public au détriment de l'intérêt privé. Sauvegarder, c'est une mesure préventive, elle est tout à fait conservatoire. Mais vous voyez, et aussi les directeurs des cabinets devraient même dire que la suspension qui est interdite, elle est une suspension sanction et non une suspension comme mesure conservatoire ou une mesure, n'est-ce pas, préventive. Donc, le Premier ministre, le président de la République ne peut pas suspendre en Conseil des ministres Nicolas Kazadi parce que ces communiqués-là s'imposent et s'opposent à lui-même, tout ça. Donc. Alors, dernière question pour chuter avec Maître Sedi pour cette émission. Est-ce que c'est normal dans une république qu'un ministre en fonction puisse attaquer son propre pays en justice, comme ça se passe aujourd'hui avec cette histoire de Nicolas Kazadi qui est allé attaquer son pays en justice au niveau du Conseil d'État? En fait, en réalité, Nicolas Kazadi, vous avez totalement raison, parce que dans la société et sociologiquement parlant, ça se justifie parce que tu travailles pour ton propre père et tu veux renier maintenant les actes que posent les pères. Voyez-vous, nous devons savoir que juridiquement, Nicolas Kazadi a attaqué, n'est-ce pas? Il n'a pas attaqué le pays. L'acte est pris par les parquets. Et le parquet n'ayant pas la personnalité juridique, le ministère de la Justice a une habilitation légale de représenter l'État dans toutes les contestations. C'est ainsi que le ministre Nicolas Kazadi a attaqué l'État congolais, n'est-ce pas, au travers de l'acte pris par le procureur. Mais j'allais seulement préciser une chose par rapport à ce que je venais de vous dire, c'est que le président de la République, ok, quand il a pris ces communiqués dont je viens de vous parler, parce que normalement, vous savez, M. Daniel Roland, lorsque vous laissez Nicolas Kazadi en fonction, si et seulement si la suspension de Nicolas Kazadi pouvait permettre de découvrir l'étendue réelle des actes faits en paiement, n'est-ce pas? Et que le fait d'avoir interdit la suspension, ça peut permettre à Nicolas Kazadi de brouiller les pistes, de faire disparaître les preuves, n'est-ce pas, qui font en sorte les détournements, et d'arranger encore mieux les écritures, n'est-ce pas, comptables ou financières selon les cas. Donc vous comprenez, M. Daniel Roland, qu'on est dans un état où tu peux attaquer la République, mais il faut que ceux qui sont censés faire respecter l'état de droit dans le pays, au travers de juridictions, puissent te remettre en cause et en question, ok? Donc, vous avez le Conseil d'État, vous attaquez, le Conseil d'État se déclare incompétent. Nous avons vu ça, M. Daniel Roland. Lors des élections, n'est-ce pas, législatives nationales, le député avait attaqué la décision du président de la CENI à la... N'est-ce pas, c'était où? Au Conseil d'État. Le Conseil d'État s'en était déclaré incompétent, n'est-ce pas? En disant que non, il n'est pas compétent de statuer sur la question parce que l'acte posé ressort du contentieux électoral. Ça devrait être le même cas avec la requête de Nicolas Kazadi. Parce que, M. Daniel Roland, tous les actes ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant le Conseil d'État. Puisque le Conseil d'État est le juge de la légalité. Il assure le respect des actes, le respect de la loi, le respect de l'édit et le respect de règlements autonomes, M. Daniel Roland. Contre qui? Contre les actes administratifs. Et donc, vous avez déjà, comme je vous ai dit, le ministre, comment il s'appelle, le procureur général. Comme Nicolas Kazadi a attaqué l'interdiction des sorties du procureur général, qu'il parte aussi attaquer même les mandats de comparution, les mandats d'amener. Ce sont des actes d'instruction judiciaire. Un acte pris dans le sillage de l'exécution d'une instruction judiciaire ne peut pas être qualifié d'un acte administratif. Parce que il faut commencer par évaluer cet acte-là par rapport à quoi? Par rapport à la loi? Non. Voyez-vous? Mais par rapport à l'instruction qu'ils ont fait.
Et par rapport au détournement et autres. Alors, Maître Cédric, vous conclure avec cette émission. Aujourd'hui, on parle de détournement, tel a fait ceci, tel a détourné. Selon vous, c'est quoi la vraie solution aujourd'hui pour en finir avec cette fameuse histoire du détournement, du vol de l'argent public dans notre pays en tout monde? Premièrement, Monsieur Daniel Roland, il faut savoir que lorsque l'arbre pousse des mauvais fruits, si vous coupez les fruits, n'est-ce pas, ça continuera toujours à pousser ces mauvais fruits. Donc il faut attaquer, n'est-ce pas, les problèmes à la racine ou dans la cause. Ok. Si on condamne Nicolas Kazadi, on avait condamné au premier degré ici Vital Kamerhe, n'est-ce pas, Monsieur Daniel Roland? Est-ce que cette condamnation de Vital Kamerhe a-t-elle inspiré la peur dans le chef de Nicolas Kazadi pour éviter un moindre détournement? Je dirais non, Monsieur Daniel Roland. Donc vous comprenez que la condamnation n'est qu'un acte conséquent. Et donc pour ne pas m'attarder là-dessus, je voudrais vous dire une chose, que lorsque les détournements sont effectués, il faut connaître les causes. C'est que d'où commencent les détournements? Le détournement, c'est par le fait que les dossiers a échappé la procédure liée à la chaîne de dépenses. Voyez-vous? Donc ça veut dire que le président de la République doit prendre, et les premiers ministres doivent prendre des mesures un peu drastiques pour réduire les champs de l'exécution de dépenses publiques par voie d'urgence. Réduire les montants qui doivent passer par voie d'urgence. Voyez-vous? Et que des actes puissent être pris, ou des textes publics qui doivent normalement démontrer, je dis bien démontrer, qui doivent obliger au ministre des Finances qui reconnaissent le pouvoir d'appréciation. Voyez-vous? Parce qu'il a un pouvoir d'appréciation si large, je sais. Mais est-ce que peut-il payer n'importe quel montant pour quel bien? Non. Parce qu'on peut maintenant dire que puisque la table vaut $1 million, il faut aussi payer la table à $1 million. Non. Il faut une certaine dose de préservation des intérêts de l'État, Monsieur Daniel Roland, dans la gestion de la chose publique. Parce que Monsieur Nicolas Kazadi a fait preuve des actes immoraux dans la gestion de la chose publique. Voyez-vous? Et donc, j'aurais voulu aussi que le Premier ministre, comme il va bientôt là être investi, qui puisse se consulter avec les présidents publics pour éviter d'entacher ces régimes ici, Monsieur Daniel Roland. Voyez-vous? Et comme je vous ai dit aussi, on ne peut en aucune manière prendre un communiqué par l'édictat du président de la République interdisant la suspension. Voyez-vous? Alors, quand vous interdisez la suspension, lorsque cette suspension doit être prise comme mesure salutaire ou mesure salvatrice, ça veut dire qu'on ne peut pas, puisque c'est interdit. Alors, la personne reste sur cette chaise en train de travailler comme bon lui semble, il peut brouiller les pistes. Donc, bref, pour solutionner les problèmes de détournement, il faut, pour les cas d'espèce de Nicolas Kazadi, interdire certaines dépenses par voie d'urgence. Parce que si ça passait en raison de la chaîne de la dépense, peut-être que le ministre du budget aurait retourné les dossiers, il n'aurait pas liquidé ces dossiers-là. Et puis, même alors, il faut aussi, Monsieur Daniel Roland, parce que les détournements, c'est dans les deux sens. Le deuxième sens, c'est dans l'exécution. Dans les paiements, quand il ordonne les paiements de 279 millions ou 71 millions, il sait que j'ai un montant là-dessus. Mais dans l'exécution, quand le travail n'est pas effectué, le ministère, n'est-ce pas, sectoriel qui avait lancé les dossiers doit avoir un œil de surveillance. Il doit falloir non, là, c'est pas exécuté, pourquoi, ainsi de suite. Et puis, en réalité, pour exécuter les dépenses publiques de l'État, il faut restreindre le paiement à des pourcentages par rapport, M. Daniel Roland, à l'atteinte de résultats au montant décaissé. C'est-à-dire, lorsqu'on dit, vous demandez $1 milliard, on dit, écoutez, on dépense d'abord $100 000 ou $200 000 pour voir comment vous allez gérer et vous allez exécuter. Si on le fait par palier et que à chaque fois que vous dites que vous avez atteint, vous venez solliciter les paiements, le ministre des Finances, il fait une commission avec le ministère sectoriel, il descend sur le terrain pour évaluer le pourcentage, n'est-ce pas? Vous savez, M. Daniel Roland, que lorsque le président Lévesque avait commencé
à exercer son premier mandat, qu'y avait-il? Vous rappelez encore? Il a pris son char automobile, il commençait à aller voir ce que les sociétés ont pu faire dans la construction des seaux de moutons. Et parfois, il savait que tous les fonds ont été décaissés, mais quand il marche, il réalise qu'il n'y a rien du tout. Et le simple fait pour le président de la République d'effectuer des descentes sur terrain pour jeter un regard considérable sur l'atteinte des résultats de ceux pour lesquels les fonds publics ont été décaissés, ça a inspiré une certaine peur dans le chef des gens. Et est-ce que Vital Kamerhe savait au moins qu'un jour le président pouvait quitter son bureau à l'OIA ou bien au Palais de la Nation pour aller voir l'atteinte des résultats des sauts de moutons? Et si cette habitude, le président, si c'est là, le président en avait fait une habitude, on aurait vu, n'est-ce pas? Parfois, le Nicolas Kazadissi aurait craint. Puisqu'il suffit seulement que le président se réveille un bon matin, il prenne Madame Judith Souminois, ils disent, bon, partons voir le forage. Il part, il inspecte seulement les histoires de forage là, mais Nicolas Kazadi sera arrêté aussitôt. Mais il est ministre. Prochainement, on parlera de la procédure de l'arrestation d'un ministre ou de quiconque, parce qu'il est en fonction jusque-là, bien qu'il gère les affaires courantes. Et dans les affaires courantes, il y a des affaires qui sont appelées urgentes, il y a des affaires qui sont moins urgentes, ainsi de suite. Donc, c'est imprécis. Alors, ce sera après le week-end prochain, M. Sradik. M. Sradik, je dis pardon, c'était un plaisir une fois encore pour vous recevoir dans ces plateaux. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. Vous savez que la parole, le silence est d'or, la parole est l'argent, mais c'est par la parole qu'on peut acquérir la connaissance, puisque le silence n'apprend pas grand-chose. Alors, du coup, on a pris votre temps en otage. On s'excuse pour le petit retard. Alors, donc on a souvent été la parole, c'est toujours bien de parler. Quand il y a des mal, il ne faut pas garder silence. C'est pas ça, c'est pas bien en démocratie. En démocratie, on parle, on dénonce. C'est ça la mode des choses à faire. Merci à James Mouka qui était à la réalisation de cette émission. À toutes et à tous, merci donc d'avoir suivi. À la prochaine pour un autre numéro de cette émission. Merci.